Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir dans le salon d'honneur de la Bibliothèque nationale de France pour présenter le manuscrit Hébreux 763. Nous remercions évidemment la Bibliothèque nationale de France de nous avoir accueillis. Monsieur Laurent Hérichet, conservateur et directeur des manuscrits orientaux. D'abord, juste un mot sur cette salle. Alors, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France, et plus particulièrement donc, dans ce salon d'honneur qui est un des plus anciens bâtiments du site Richelieu, construit sous le règne de Louis XV par l'architecte Robert de Cotte, ce qui explique donc ce très beau et très sobre décor de lambris, tandis que derrière moi figure une copie de la statue de Voltaire avec son cœur conservé dans la statue. Voilà. Alors, évidemment, cette présentation, c'est un événement pour beaucoup, et c'est Jean Baumgarten qui va présenter cette soirée. Bien, merci tout d'abord à Laurent Hérichet qui dirige le département des manuscrits orientaux, et merci aussi à Michael Seban qui dirige le Beth Zohar. Et vous savez que la BNF comprend un fonds très important de textes kabbalistiques, environ 160 manuscrits. Et quand on lit les grands textes sur la mystique juive et la Kabbale, depuis Scholem et même avant, et jusqu'à Moshe Hidel, on voit combien les manuscrits de la Bibliothèque nationale sont souvent cités et constituent vraiment une collection tout à fait remarquable. Alors, il y a 2 ans, nous avions préparé un colloque autour de l'édition Princeps du Sefer HaZohar, donc édité à Mantoue en 1558. Et cette année, nous allons étudier donc ce Sefer Yetzira, ce livre de la création ou de la formation, et ses commentaires, à partir donc de ce manuscrit hébreu 763, qui est formé de 2 unités codicologiques, et la première comprend 15 textes autour de ce Sefer Yetzira. Alors, très rapidement, bien sûr, ça sera le sujet de cette soirée. Le Sefer Yetzira donc, est un des textes les plus anciens des traditions mystiques juives. C'est un traité cosmogonique, une sorte de cosmogénèse ou de cosmographie, qui a sans doute été créé en Eretz Israël. Alors les dates diffèrent beaucoup, ça serait entre le 2e et le 8e siècle de l'ère courante, et il décrit le plan divin de la création, donc le processus de formation des êtres et des choses à partir des lettres, des chiffres et aussi de leur combinaison, de leur permutation et de leur manipulation. Et le texte est donc fondé sur une sorte d'emboîtement hiérarchisé et interconnecté de différents plans, depuis Elohim, les séphirotes, jusqu'aux organes du corps, en passant aussi par le cycle de l'année, les planètes. Et donc il y a toujours ce rapport entre le macrocosme et le microcosme. Alors cette étude, cette analyse, cette présentation du manuscrit hébreu 763 se répartira donc en 3 temps. D'abord, il y a eu l'édition par le Beth Zohar d'un mémoire qui a été fait sous la direction de Charles Toiti de l'EPHE, mémoire de Jean-Yves Legoas, qui est axé sur 4 versions majeures donc, du Sefer Yetzira. Donc vous l'avez là. Il y a aussi un coffret comprenant un facsimilé de ce manuscrit et aussi, en 2e tome, une transcription, une traduction du Sefer Yetzira avec les principaux commentaires. Alors je cite que les plus connus, Shabtai Donolo, Dunash Ben Tamim de Kerouan,
Acher de Posquière, Abraham Aboulafia. Alors il y a 3 textes dans ce manuscrit sur la création du golem, sur le commencement de la formation et sur la combinaison des lettres, et aussi il y a le commentaire de Narmanide. Un deuxième temps sera un colloque international qui se tiendra le dimanche 14 novembre au MAJ, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, et qui sera centré sur les principaux aspects donc, du Sefer Yetzira et sur ses commentaires, et qui réunira quelques-uns des meilleurs spécialistes de ce texte important de la mystique juive ancienne. Alors depuis les questions de codicologie, de paléographie, la présentation aussi des différents aspects fondamentaux de ce texte, notamment l'étude des principaux commentaires et aussi la réverbération de ce texte très important chez les hébraïsants chrétiens. Et aussi, nous parlerons de la relation avec la magie, notamment la création du golem, et aussi toutes les questions relatives à la théurgie, enfin l'influence sur la divinité, et aussi la représentation des ilanot, c'est-à-dire les arbres séphirotiques. Et alors aujourd'hui, donc ce soir, nous allons parler, enfin Laurent Hérichet et Michael Seban vont présenter le manuscrit. Laurent Hérichet parlera surtout de la présentation et de l'aspect matériel du manuscrit, donc l'aspect codicologique et paléographique, et Michael Seban nous dira l'importance de ce texte dans l'histoire de la mystique juive et aussi les questions de sa réception, de son histoire, de la diffusion donc, de la Kabbale. Donc voilà, nous allons commencer par Laurent Hérichet qui va nous présenter donc, ce manuscrit. Jean, pour cette présentation. Voilà, donc je vais commencer par extraire le manuscrit de sa boîte de conservation, une boîte fabriquée avec un carton neutre, de façon à éviter toute action négative qui pourrait endommager ce manuscrit, qui, comme vous le savez, est un manuscrit assez ancien, puisqu'il a quasiment 700 ou 800, presque 800 ans. Il a été composé en partie au moins. Donc il y a à peu près 7 à 8 siècles, et dans son aspect actuel, bien sûr, il faut signaler que, en fait, vous êtes là face à un objet qui n'a pas tout à fait l'aspect des livres aujourd'hui. On est habitué à, quand on prend un livre, à avoir une page de titre, une couverture, souvent une dernière de couverture, et d'avoir une présentation de l'auteur, d'avoir des détails biographiques, d'avoir le titre, les auteurs. Et là, bien sûr, on ouvre le manuscrit et il n'y a pas de page de titre. On tombe directement sur le texte. C'est une des difficultés, c'est une des particularités de ces manuscrits que nous conservons à la bibliothèque, c'est que, eh bien, pour savoir de quoi ils parlent, il faut les lire. Au moins lire les 2 premières lignes, ou les 3 premières lignes, parce que c'est grâce à ces 3 premières lignes, bien souvent, quelquefois il faut aller un peu plus loin, que l'on sait quel texte contient le manuscrit. Et là, effectivement, si je regarde le début, eh bien, Bishloshim qu'est-ce que c'est? Ushtaim, voilà, Netivot, Pilei Pelaot, Achochma, Chakak, Bahen, Adonai Tsevaot, Elohei Israël, Vechulei, Vechulei, Vechulei. Et là, on sait qu'on est en présence du Sefer HaZohar. De même que, pour confirmer qu'on est en présence de ce texte, eh bien, on va également chercher la fin du texte, car c'est grâce au début, à l'incipit, et grâce à la fin du texte que l'on va pouvoir identifier, authentifier ce texte. Alors cet objet, livre, manuscrit, il a une histoire et il a beaucoup voyagé, puisque nous savons qu'il a été copié en Europe, probablement en Espagne. C'est quelque chose qui va être discuté lors du colloque, que l'un des scribes qui a participé à la copie d'un des textes que renferme ce manuscrit l'a copié à Rome, qu'il était originaire sa famille était originaire de Ferrare, et nous le savons grâce
au colophon, c'est-à-dire à ce petit texte, à ce court texte qui souvent se trouve en fin de manuscrit, dans lequel le copiste peut donner des renseignements très intéressants sur les circonstances de la copie du manuscrit. Et c'est un tout petit paragraphe très court qui se trouve en toute fin d'un des textes qui est donc le texte Sha'ar HaGomul, où eh bien, il nous donne son nom, il nous donne sa filiation, et il nous dit à quelle date il l'a écrit, hein, Yom Aleph Yud Bed Le Iyar, Shel Shenat Goali Chai. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il donne la date avec un chronogramme, c'est-à-dire qu'il va utiliser un mot hébreu dont les lettres, la valeur numérique des lettres, va donner le chiffre correspondant à l'année. Donc l'Ifrat, la LF à Chichi, parce qu'on est dans le sixième millénaire, et ensuite il va donner le nom de la ville, Be'ir, Romi, Anikret, Magdiel. Bon, je pense que Maître va nous dire pourquoi Magdiel. Donc on est rentré dedans. Donc c'est ça qu'on va voir ce soir. Et donc un manuscrit, c'est un voyage. C'est un voyage dans le temps, dans l'espace et dans l'histoire des idées. Alors, quand on a choisi ce manuscrit avec Jean, un manuscrit, par mon expérience, c'est beaucoup de questions et peu de réponses. Mais au moins, on a des questions qui vont s'appuyer sur un texte. Donc déjà, c'est vrai que M. Hérichet a raison, la première des choses quand on a un manuscrit, c'est qu'on essaie de trouver le colophon, c'est-à-dire la signature. Et donc, à la fin de ce manuscrit, nous avons un colophon qui est fait par ce scribe qu'on vient de nommer. On va retrouver son nom. C'est Yonatan. Yonatan Bar Aviezer à Cohen. Et qui vient de la ville de Ferrare. Donc déjà, on sait que c'est italien. Très bien. Donc on sait que c'est italien. Il dit qu'il a donc terminé le soir du Shabbat, c'est-à-dire la veille du dimanche matin, et dans l'année Goali Yeri. Alors, juste une petite précision, parce que dans les manuscrits, il faut apprendre à être très précis. Alors, évidemment, comme l'a dit M. Richer, on a toujours, et même aujourd'hui, un moyen mnémotechnique pour donner les années, parce qu'on veut leur donner un sens aux années. Et donc, évidemment, on est toujours par rapport à un millénaire, donc ici c'est le 6e millénaire, et il a nommé Goali. Goali, ça veut dire mon libérateur. La valeur numérique de Goali, c'est combien? C'est 44. D'accord? C'est 44. Et donc, nous sommes donc dans le 6e millénaire à la 44e année. Donc ça fait 5044. Si on rajoute, et la raison pour laquelle il a rajouté Yeri, ça veut dire que mon libérateur, qu'il vive. Or, si on rajoute Yeri, ça rajoute combien? Ça rajoute 28. Donc, ce n'est pas la même date. C'est pas la même date. Voilà. Exactement. Et la raison pour laquelle il l'a mise, on peut bien voilà. sûr. Et la raison pour laquelle il l'a mise ici tout petit. On pourrait dire en exposant, en exposant, c'est pour dire mon libérateur qu'il soit vivant. Mais en général, on considère que ça ne fait pas partie du compte. En tout cas, 5044, ça correspond à l'année 1284. Donc déjà, on a une indication de date. Ce manuscrit aurait été fini de composer, puisque c'est le scribe lui-même qui le dit, il donne son nom, donc on a un colophon, et dans la ville de Magdiel. La ville de Magdiel, c'est Rome. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est à cause d'un verset biblique, en Genèse 36, 43, où on va définir les chefs de tribu de Ésaü. Et l'un des chefs de tribu de Ésaü s'appelle Magdiel. Et Rachid dit sur place, Magdiel, c'est Rome. Donc déjà, on a une indication. Ce manuscrit daterait donc aurait été fini d'être écrit en 1284 à Rome. Le problème, c'est qu'avec les manuscrits, on a des questions comme je vous ai expliqué. Quand on feuillette le manuscrit, comme on va le faire maintenant, on va se rendre compte qu'au milieu du manuscrit, il y a des pages blanches. Alors, on va voir ces pages blanches. Des feuillets blancs, oui. Oui, on a des feuillets blancs. Alors, au prix où coûtait le parchemin à l'époque, il doit y avoir une bonne raison. Hein. Et non seulement on a des feuillets blancs, et quand on examine de plus près,
on se rend compte qu'il y a plusieurs écritures. Alors l'écriture ici, c'est une écriture dite séfarade, qu'on distingue les écritures séfarades des écritures ashkénazes, et donc on se rend compte qu'il y a peut-être eu plusieurs scribes. D'où la première question qui a intéressé tous les gens qui se sont intéressés à ce manuscrit, c'est de savoir c'est quoi ces feuilles blanches au milieu, c'est quoi ces différences de scribes. Donc c'est ce qu'on appelle, en termes scientifiques, des unités conicologiques. Et il y a une question qui divise les chercheurs, d'ailleurs même dont nous reparlerons au colloque, à savoir en gros, est-ce que c'est un livre ou deux livres? Très bien. Comment on fait quand on a une question comme ça, qui n'est pas une question à mettre de côté? Le premier indice qu'on a, c'est que, donc, pour le moment, nous sommes en Italie. Nous ne sommes pas encore arrivés ici dans la bibliothèque Richelieu. Nous sommes en Italie en 1284. Qu'est-ce qu'on a comme indication? Parce qu'évidemment, ce manuscrit, d'abord depuis 2 ans, nous l'avons passé à la loupe, Jean et moi, Bernard et tous les gens qui ont travaillé avec moi, à la loupe. On cherche donc des indices. Et on va avoir un premier indice, c'est la signature des censeurs. Parce qu'évidemment, il y avait une censure exercée en Italie. Et on trouve, de façon un peu étonnante, 2 signatures de censeurs. Alors la première, on va la voir, elle se situe en folio 34R, et comme par hasard, c'est avant les pages blanches. Alors on regarde en page 34R, vous l'avez. On la voit ici. Ici, et où est ma règle? Renato, non, c'est Caretto. Et voilà. Donc nous avons le nom, la signature du censeur. Domenico Caretto. Alors Domenico Caretto, on connaît, il y a des chercheurs qui sont intéressés, qui connaissent les noms de ces tristes sires qui étaient des censeurs. Et ce Domenico Caretto, lui, était un catholique, il a évidemment un grand hébraïsant, et donc il a censuré pendant plus d'un demi-siècle des tas de livres hébraïques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve à côté une date. Oui. Qui est la date, donc il a signé le livre, ça veut dire qu'il a donné son imprimatur, et il donne une date. Or, qu'est-ce que vous avez comme date? 1625. D'accord? Donc on a 1625, je sais. Or, à la fin du manuscrit, en 67V, mais je vais vous expliquer pourquoi, en 67V, on a une autre signature. Et là, on a 2 signatures. On a la signature de ce même Caretto, et on a la signature d'un autre sire très très haut en couleur qui s'appelle Domenico Irosolomitano. On a beaucoup parlé de ce personnage, il faudrait en parler. C'était un juif kabbaliste de Safed, Rome, apostat, qui était docteur, qui est venu s'installer en Italie et qui est devenu, là évidemment, comme les juifs convertis néophytes, l'un des plus grands censeurs de l'époque. À tel point, pour la petite histoire, il a écrit un livre de règles de censure qui s'appelle le Sefer Hazikouk. Ce Sefer Hazikouk n'a pas été publié, donc on l'a que sous forme de manuscrit. Et il y a au moins deux exemplaires connus, un qui est aux États-Unis et un qu'on a en France, à la bibliothèque de l'Alliance. Mais nous avions déjà parlé de ça lors d'anciens colloques sur le Zohar, parce qu'effectivement, il avait aussi œuvré, si on peut dire, sévi sur là. Or, quand on regarde maintenant la signature des 2 censeurs, qu'est-ce qu'on a comme date? On a, regardez bien, si on peut zoomer, on a ici 1595. Oui. Donc on a 2 dates. Alors la question, pourquoi est-ce que les censeurs vont signer à 2 fois et à 2 dates différentes? Sur ça, les chercheurs adorent chercher, c'est fait pour ça, les thèses, etc. Mais la thèse la plus probable, qui est la mienne, qui est celle de Jean et qui est celle que nous avons décidée lors du colloque, c'est qu'il s'agit bien donc de 2 livres. Et M. Richer va nous expliquer, il n'était pas inhabituel que quand on faisait après, on mettait ces 2 livres en un. L'usage d'avoir un livre, un livre objet complet, fini, c'est un usage qui est assez moderne. Les rabbins, par exemple, dans leur bibliothèque, et on le sait parce qu'on a des listes de livres chez les rabbins, et on sait par exemple qu'ils avaient un traité
du Talmud, ils avaient 2 chapitres du Midrash. Ils avaient souvent un Chumash entier, bien sûr, ils avaient un Marzor, ils avaient un Sefer Hilchot Katan, mais le plus souvent, ils n'avaient que des chapitres, enfin, ce qui leur servait le plus, je pense, dans leur métier de rabbin, par exemple pour le traité Gittin, par exemple, parce qu'il s'agit des divorces, enfin, ce qui donc leur permettait d'exercer leur métier de rabbin. Et donc, ce manuscrit a probablement, avant d'exister sous cette forme, a existé sous une autre forme qui était donc des cahiers ou des ouvrages séparés et pas forcément reliés, d'ailleurs, indépendamment. Donc, non seulement du point de vue matériel, et c'est maintenant ce que nous allons voir, même du point de vue du contenu, ça sonne, et plus que ça sonne fort comme étant 2 livres. Ce qui est sûr, et ce qui a été corroboré par cet excellent livre, qui est la description des manuscrits de la Kabbale de la BNF, qui a été fait par Madame Christiane Essoukou, c'est que on peut dire simplement qu'en 1595, les 2 livres n'étaient pas encore reliés. Pour le moment, voilà ce qu'on a. Donc on a au départ 2 livres, ce que je pense, 2 livres différents. Après, on pourra faire du pile-poule, oui, non, etc. On a déjà vu des fois où les censeurs signent 2 fois, on a déjà vu des pages blanches, etc., etc. Mais en gros, moi je pense que ce sont 2 livres différents. Donc ces 2 livres sont différents, ils sont reliés, et reprenons à la première page du livre, ils vont se retrouver en France. Et après, nous reviendrons en arrière dans l'histoire. Donc, on va reprendre maintenant le manuscrit à la première page. Alors, le premier feuillet, alors il y a beaucoup de choses dans ce manuscrit, finalement, tout autour. Il y a des étiquettes, il y a des estampilles, il y a des notices manuscrites. Et alors, quand on ouvre le manuscrit, on tombe d'abord sur une notice établie par un rabbin alsacien qui s'appelait Eliakim Karmoli, qui est né au tout début du XIXe siècle, en 1802, et qui a beaucoup travaillé sur les manuscrits de la bibliothèque. Ses écrits sont assez contestés encore aujourd'hui, mais il écrit donc une très longue notice de ce manuscrit qu'il signe toujours E.Karmoli. Donc nous savons que Eliakim Karmoli, le rabbin Eliakim Karmoli, a eu en main ce manuscrit. Et nous tombons également sur une notice très courte, beaucoup plus modeste, signée par Munk, par Salomon Munk, qui est le grand hébraïsant et spécialiste donc du judaïsme, qui lui aussi est né au tout début du XIXe siècle en Allemagne, enfin en Prusse, c'est aujourd'hui une ville qui se trouve en Pologne, et qui a été conservateur des manuscrits hébreux de la Bibliothèque nationale. Il a d'ailleurs établi le catalogue qui a été ensuite repris et édité par Hermann Zottenberg. Alors, évidemment, avant d'avoir ces notices, puis si on veut bien relater cette aventure, donc ce livre est en Italie. Après 1595, les 2 parties n'en font qu'une, et nous avons ici l'estampille de la bibliothèque royale. Quelques mots sur cette acquisition. Alors, cette acquisition, en fait, on peut remonter au moins, on va dire, jusqu'à la première moitié du XVIIe siècle, grâce à ce petit numéro qui est tracé en haut à droite du Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Premier feuillet. Ou pas? C'est le numéro 151, encerclé, et nous savons, avec une description en trois titres d'œuvres, nous savons maintenant qu'il y en a beaucoup plus. Donc ce signe, c'est le signe de l'acquisition de ce manuscrit par Giacomo Gaffarelli, qui était un hébraïsant et un kabbaliste chrétien important. Il était très lié avec d'autres grands kabbalistes, et il a vécu en Italie au XVIIe siècle. Il a passé plusieurs années à Venise, et on a pour habitude de dire qu'il avait des relations avec de nombreux rabbins italiens, et qu'il avait aussi pour habitude de fréquenter les bureaux des censeurs, où il
il est possible qu'il ait négocié ou qu'il ait acheté ce manuscrit parce qu'il était le bibliothécaire du cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu qui s'est constitué une bibliothèque de manuscrits et d'imprimés très importante, il avait environ 1320 manuscrits, dont à peu près 320 ou 30 manuscrits hébreux, rien que de manuscrits hébreux. Et ces manuscrits, à sa mort en 1642, ont été quand même pendant plusieurs années un petit peu abandonnés jusqu'à ce que le Parlement de Paris, en 1660, confie la bibliothèque de Richelieu à la Sorbonne, à la maison de Sorbonne, où cette bibliothèque donc, a été... Alors, la maison de la Sorbonne a intrigué pour capter l'héritage du cardinal de Richelieu parce que cette collection de manuscrits, et plus particulièrement de manuscrits hébreux, était convoitée dans l'Europe entière. Et comment nous le savons? Eh bien, parce que ce manuscrit, en fait, a probablement été dérobé par Gilbert Golemin, qui était maître des requêtes, qui était un collectionneur passionné et certainement passionnant, et qui a obtenu probablement un jour, comme l'ont fait d'autres, les clés de la bibliothèque du cardinal de Richelieu, où il est allé chercher un certain nombre de manuscrits. Et ça s'est produit probablement donc, entre la mort de Richelieu 1642 et 1660, le moment où la bibliothèque est versée. Mais, et là c'est un scoop, maître Michael, parce que si je vous dis que ce manuscrit, en fait, il a été jusqu'à Stockholm avant de revenir à Paris. Ah bon? Oui, donc c'est un scoop. Parce que Golemin, pour une raison qu'on ignore, a vendu une partie de sa bibliothèque. Il était intéressé essentiellement par les manuscrits orientaux et il avait environ 80, je crois, 85 manuscrits hébreux. Il était intéressé par les livres orientaux et il a vendu une partie de sa bibliothèque pour des raisons qu'on ignore, parce que c'était quelqu'un qui était très attaché à ses livres, à Catherine de Suède. Et pour une raison encore plus étrange, dont on ne connaît absolument pas la raison, ces manuscrits sont revenus ensuite à Paris. Alors, quand je vous dis il est allé à Stockholm, je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas trouvé de traces de saumon fumé ou de smørrebrød dans les... Mais comment est-ce qu'on sait qu'il est parti? Alors, on le sait parce qu'on a des correspondances qui nous apprennent que Golemin a vendu sa bibliothèque, une partie de sa bibliothèque, de ses manuscrits, à Catherine de Suède. Cette bibliothèque de Richelieu, elle était tellement célèbre que jusqu'en Suède, on la convoitait, et Catherine de Suède convoitait cette bibliothèque, et elle n'était pas la seule, puisque Golemin aussi donc, la convoitait, et beaucoup d'autres. Voilà, donc ce manuscrit, en fait, il était probablement aux mains des censeurs. Gaffarel en fait l'acquisition, le ramène à la bibliothèque, dans la bibliothèque du cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu décède. Monsieur Golemin s'empare du manuscrit. Le manuscrit fait peut-être un aller-retour Paris-Stockholm avant de revenir à la bibliothèque royale, puisqu'il n'est pas passé par la Sorbonne, alors que les autres manuscrits de Richelieu qui sont passés à la Sorbonne ont ensuite été, en 1796, ont été confisqués et sont devenus donc une partie des collections de manuscrits de la Bibliothèque nationale créée au moment de la Révolution française et dont fait partie donc la Bibliothèque du Roi et dont ce manuscrit. Voilà comment il est arrivé dans les collections nationales. Donc ce monsieur Gaffarel, qui a donc le manuscrit en main, je répète parce qu'on va ce soir vivre une aventure, qui était constituée de deux ouvrages distincts qui ont été reliés plus tard, il va à deux reprises dans le manuscrit, en latin, écrire une toute petite note qui est en gros la notice du manuscrit. Alors vous la trouvez ici, elle est reproduite deux fois. Elle est reproduite ici une première fois, voilà, si on peut prendre le temps, elle est ici, et elle est reproduite à ce que vous avez montré auparavant, ici, c'est la même. Donc, ce monsieur Gaffarel, que je ne connais pas, qui écrit en latin, il a quand même une bonne vision du manuscrit.
Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le manuscrit se divise en 3. On va voir ça. Donc le premier, c'est, alors je ne suis pas latiniste, enfin c'était dans une autre vie. Le premier, c'est Liber Cabalisticus, c'est-à-dire un livre de Kabbale. Le deuxième, c'est Porta Retributionis. Et le troisième, c'est Al-Farabi de Anima Ceditus. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, il dit que dans ce livre, il y a 3 parties. La première partie, et c'est ça qui va vous intéresser, c'est ce qu'il appelle un livre de Kabbale. Cette première partie, elle se termine là où nous avons nos feuilles blanches, après la signature du premier censeur. Et les deux secondes, et la deuxième et la troisième partie se retrouvent dans le deuxième livre. Et il s'agit de quoi? Alors, Porta Retributionis, c'est la traduction latine d'un livre de Shar Agmoul. Shar Agmoul, c'est une partie du Torah Adam de Nachmanide, donc du XIIe siècle, qui est un grand traité philosophique. Donc on a reproduit dans ce manuscrit une partie du Shar Agmoul. Et enfin, Al-Farabi de Anima Ceditus, c'est quoi? Il s'agit d'une traduction en hébreu de Al-Farabi. En 2 mots, qui était Al-Farabi? Al-Farabi était un perse musulman, arabe, et qui a beaucoup fait pour traduire Platon. Il a même commenté, si je me rappelle bien, il a même commenté des œuvres de Platon. C'était un grand musicologue, c'était un grand musicien de luth. Et ses ouvrages étaient fort à apprécier des savants, à tel point qu'ils ont été traduits en hébreu. Et donc nous retrouvons, à la fin du manuscrit, l'une de ces œuvres traduite en hébreu. Or, le traducteur est nommé. C'est là qu'on va commencer à s'amuser. Alors évidemment, les chercheurs cherchent, et donc on n'est pas d'accord sur la graphie du traducteur, comment est-ce qu'il s'appelle ou comment est-ce qu'il ne s'appelle pas. Donc on hésite entre Zacharia ben Yitzhak ou Zacharia ben Shaltiel. Ils ont tous les deux un siècle de différence, mais l'un est italien et l'autre est espagnol. Donc on a un italien ou un espagnol, et on va commencer maintenant à sentir dans ce manuscrit italien, qui était de 2 parties qui n'ont fait qu'une, qui s'est retrouvé à Paris, qui est reparti à Stockholm, c'est comme Khadgadia, d'accord? Comme Khadgadia. On va commencer maintenant à sentir une odeur espagnole, et je vais vous montrer comment. Comment est-ce qu'on a dans ce manuscrit une odeur espagnole? En tout cas, reprenons. Donc, nous allons donc nous intéresser, et d'ailleurs c'est pour ça que dans le facsimilé nous avons reproduit que cette première partie, ce fameux livre de Kabbale. Déjà, même sur le fond, on sent bien que quand vous mettez dans le même livre un livre de Kabbale, qu'on va maintenant détailler, une partie de Nachmanide et une partie traduite en hébreu d'un discours philosophique, c'est pas très, on va dire, cohérent comme d'un point de vue éditorial, on dirait aujourd'hui, ce qui donc va encore plus dans le sens de 2 unités codologiques. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait un livre de philosophie, et de l'autre côté, il y avait un livre de Kabbale. Alors ce livre de Kabbale, on va maintenant l'ouvrir. Alors ce livre de Kabbale, il commence donc, effectivement, au folio 1. V. Alors, les folios, c'est RV, R c'est recto, V c'est verso. Donc, ça a été noté, nous avons déjà vu ça tout à l'heure, et donc, effectivement, il s'agit clairement du Sefer Yetzira. Il s'agit du Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, en 2 mots, Jean l'a expliqué au début, c'est un traité très ancien. J'ai même lu il y a quelques jours qu'un chercheur israélien avait trouvé des origines hindoues et juives au Sefer Yetzira. Donc c'est un livre avec des origines très anciennes et très profondes. Et comme c'est un livre très vieux, il existe évidemment sous beaucoup de versions. Beaucoup de versions. La plus vieille copie du Sefer Yetzira qu'on a, elle se trouve au Vatican, c'est une copie du XIe siècle.
Et donc, comme c'est un vieux livre, il y a beaucoup de versions. Et ici, donc, nous avons une version qui est plutôt une version courte. Parce que si vous regardez, elle va se terminer au folio 3R. 3R. Tam Sefer, c'est ça? Très bien. Alors, maintenant, j'aurais aimé qu'on ait des heures, mais j'aimerais quand même voir avec vous, ça serait bien si on pouvait zoomer, le dernier paragraphe. Ce dernier paragraphe, donc le Sefer Yetzirah, donc c'est une version courte, Jean en parlera lors du colloque, mais il se termine comment? Il se termine par ces mots-là. Mi sheyavin ba sefer. Alors, il faut que je mette les lunettes. Mi sheyavin be sefer ze veyashmireu. Celui qui comprend ce livre, veyashmireu, et qui le garde, qui le conserve, muftahu sheuye ben aolam haba. Il est assuré d'être digne du monde futur. Bon, ça, très bien. Din sefer otiyot de Abraham Avinu de Mitkare Ilchot Yetzirah, parce qu'il s'appelle le livre des lettres de Abraham, notre père, et il s'appelle aussi les lois de la Yetzirah. Le Sefer Yetzirah est une appellation récente. Il avait d'autres noms avant. Et dans le Talmud, on l'appelle Ilchot Yetzirah. Et donc, il a plusieurs noms. Donc, le scribe qui a recopié ça, pour lui, c'est pas encore, il n'a pas encore le nom de Sefer Yetzirah. Ce n'est pas encore le Sefer Yetzirah pour lui. Évidemment, c'est un problème de comment est-ce qu'on va l'appeler, mais on voit bien effectivement de quoi ça parle. Alors, juste maintenant, on a ce manuscrit, donc effectivement, comme a dit M. Richer, on lit, et on voit effectivement ici Tam Sefer. Ça veut dire, donc ici, c'est la fin du livre. Et donc va commencer un nouveau paragraphe. Ce nouveau paragraphe, c'est pour ça que dans le fac-similé, nous avons inséré des calques, pour qu'on puisse comprendre. Ce nouveau paragraphe, il enchaîne tout de suite sur un autre texte. Maintenant, ce texte, on ne sait pas ce que c'est. Les noms d'auteurs ne sont pas indiqués. Il n'y a pas de préface, il n'y a pas de numéro ISBN, il n'y a rien du tout. Comment est-ce qu'on fait pour savoir maintenant de quoi il s'agit? Alors évidemment, on va lire. Et quand on va lire, on va se rendre compte évidemment qu'il s'agit d'un commentaire sur le Sefer Yetzirah. Très bien. Mais ce commentaire, il est de qui? Alors c'est là qu'interviennent effectivement des nombreux chercheurs qui vont agir par comparaison et qui vont essayer d'attribuer, de dire de quel auteur il est. Et surtout, quand on a plusieurs manuscrits qui se ressemblent, aujourd'hui on fait des comparaisons de textes, ils ne se ressemblent pas complètement. Et donc on va avoir plusieurs versions. Il se trouve qu'il a été identifié à 90%. Il s'agit du commentaire sur le Sefer Yetzirah de Shabbatai Donolo. Shabbatai Donolo. Alors, Shabbatai Donolo, alors évidemment, tous ces auteurs-là étaient connus au Moyen-Âge, ils le sont peut-être un peu moins aujourd'hui. Shabbatai Donolo, Bernard, c'était un Italien. D'accord, de quel siècle? C'est ça, c'était un Italien du Xe siècle. Le grand... Et oui. Et le grand spécialiste de cet auteur, c'est Gabriele Mancuso, qui viendra nous en parler lors du colloque. Donc, pour le moment, on a le Sefer Yetzirah, commentaire numéro 1. Ce commentaire, on va commencer à le découvrir. C'est en gros un commentaire, on va dire, un peu philosophique. Mais quand on a inspecté ça, et M. Richer va nous donner ses lumières, on se rend compte que quand on va tourner la page, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, nous allons avoir un changement de teinte et un changement d'écriture, enfin de couleur d'écriture. M. Richer, pourquoi? Alors, écoutez, c'est effectivement des choses qui peuvent se produire. Alors, les encres, en fait, elles sont fabriquées avec un composé qui est souvent de la suie,
auquel on va ajouter peut-être un peu de métal pour que ça accroche au parchemin. Et en fait, le parchemin, il est travaillé de telle façon qu'il est d'un côté avec les poils de la bête et de l'autre côté avec la chair, en contact avec la chair. Donc il y a un côté qui est plutôt poil et généralement il est bien poncé, mais on peut parfois le sentir, et de l'autre côté il est chair. Et sur le côté chair, alors le parchemin c'est du collagène pur, hein, mais sur le côté chair, le côté chair est plus lisse et donc l'encre va beaucoup moins accrocher que sur le côté poil. Voilà. Alors, donc ce qui peut expliquer que le texte est un petit peu effacé, enfin que l'encre n'a pas bien accroché sur le parchemin. Donc, on est dans notre commentaire de Shabbatai d'Onolo. Vous voyez que, par exemple, en page 4R, normalement, on ne raye pas. Donc, quand le scribe fait une erreur, il met une petite note. Il met une petite note pour dire il faut lire tel mot à la place de tel mot, comme une espèce d'astérisque ou de voir en marge, comme on fait aujourd'hui dans l'édition. Quand on doit changer quelque chose, on met une croix pour mettre ça en marge. Voilà. Donc, on peut montrer. Oui. C'est là, c'est ce petit trait qui est au-dessus des lettres même nun, min. Alors, ce commentaire va se terminer au folio 7R. Ce commentaire va se terminer au folio 7R. Et si vous regardez au folio 7R, je vais mettre mes lunettes, la fin du commentaire dit « Et donc, Zéou, ceci est, Sefer Otiyot shel Abraham Avinu, Anikre Sefer Yetzira ». Là, maintenant, il s'appelle le Sefer Yetzira. Anikra al-Shmo. Anikra al-Shmo d'Abraham Avinu, ve'amevin bo, et celui qui le comprend, en ketz le chokhmato, il n'y a pas de limite à sa sagesse. Quand j'ai parlé avec M. Mancuso de ce texte, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous confirmez que c'est de Donolo? Il me dit, si c'est pas du Donolo, c'est une copie de Donolo. Parce qu'effectivement, ce commentaire de Donolo, il est connu, d'ailleurs, il est même reproduit dans des éditions modernes. Mais il me dit, il y a quand même des différences. Simplement, et c'est ça la magie des manuscrits, donc le commentaire se termine ici, et on a un petit paragraphe où on a en lettres un peu plus capitales, Sodot. Sodot en hébreu, ça veut dire secret. Et ce petit paragraphe qui va de Sodot jusqu'à le haut de titre qui va marquer un nouveau texte, c'est quelque chose de très compliqué sur la manière de placer les doigts de la main d'une certaine manière pour recomposer l'alphabet. Je ne vais pas vous l'expliquer ce soir parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est dans aucun des manuscrits de Donolo et ça a été rajouté. Et alors évidemment, ce manuscrit, on l'a transcrit, traduit, on a été en contact avec les chercheurs, mais ça fait partie de cette espèce de petite merveille, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, nous, maintenant, on commence à être habitués, Od Nefaresh à Sefer, et donc maintenant, nous allons encore une fois expliquer le livre. Et encore une fois, le même problème, nous allons avoir un nouveau texte, et ce nouveau texte, on ne sait pas de qui il est. Or, ce deuxième texte, qu'on a dit Sefer Yetzira, Donolo, ce deuxième texte, je ne sais pas si on aura le temps de tous les voir ce soir, ce deuxième texte, il est d'un auteur passionnant qui s'appelle Dounaj Ben Tamim, dont viendra nous parler M. Fenton. Pourquoi c'est passionnant? Parce que d'abord, c'était le travail de thèse du regretté Georges Vajda, et qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle Le commentaire sur le livre de la création de Dounaj Ben Tamim de Kérouan. Dounaj Ben Tamim était un auteur qui écrivait en arabe, je vais vous expliquer, et qui habitait dans cette ville extraordinaire qui était Kérouan. Ceux qui connaissent l'histoire de Kérouan, c'est une ville qui a périclité après le XIe siècle, mais qui a connu son heure de gloire. Et à son heure de gloire, elle avait effectivement d'éminemment savants juifs.
Et Dounaj Bentamim fait partie de ces savants extraordinaires. Il a écrit des traités de botanique, d'astrologie. C'est M. Fenton est fasciné, et son maître aussi l'était, par ce personnage. Donc on est toujours au Xe siècle. Oui, 9e, 10e. Surtout, reprenons. Donc nous, on avait un livre qui a été mis 2 fois au XVIe siècle, et on a maintenant dans le Sefer Yetzira, et on voit la liste des auteurs, et on voit donc le premier auteur, Donolo, 9e, 10e, Dounaj Bentamim, 10e. Il se trouve que ce commentaire de Dounaj Bentamim n'a jamais été publié, si ce n'est dans ce petit livre-là. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs manuscrits qui ont été répertoriés et qui sont difficilement déchiffrables. Et Georges Vajda a trouvé l'original arabe. Et c'est à partir de l'original arabe qu'on a pu reconstituer les traductions en hébreu. Et le commentaire n'est pas du tout kabbalistique. C'est un commentaire d'un homme qui est un savant, qui est un linguiste, qui est un astrologue. Évidemment, ce sont des thèmes du Sefer Yetzira, et il va expliquer le Sefer Yetzira de cette manière-là. J'ai choisi 2 exemples pour vous. Le premier exemple, il est en folio 8R. D'accord ? Alors, vous savez que l'un des problèmes du Sefer Yetzira, c'est qu'on va compter. D'accord ? Donc, on va compter les 10 sphirotes, on va compter les doigts de la main, on va compter. Et il se pose la question mathématique du compte. Pourquoi est-ce qu'on compte sur une base de 10 ? En fin de compte, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est faux. Parce qu'on a 9 unités et une dizaine. Donc on compte sur une base de 9. Et il dit là, et il dit c'est un sujet que j'ai abordé alors dans mon exemplaire, ça sera plus lisible ici, Sefer, dans un livre que j'ai écrit sur le conte des Indiens en arabe. Il a écrit un livre sur la numérologie hindoue, sur la numérologie hindoue. Et alors, autre question, c'est qu'il va nous donner aussi un indice, c'est toujours en folio 8R, il va nous donner un indice, c'est tout à fait en bas, ici, là. Il dit voilà, parce donc il se pose la question du calendrier. Donc il se pose la question du calendrier, et dans le calendrier, il dit on compte, et d'ailleurs nous, d'après le compte dans lequel nous sommes donc en l'année 4857, ce qui correspond donc à 1096. Évidemment, Georges Vajda n'est pas d'accord, il pense que c'est une erreur de copie, c'est que d'après lui, d'après l'original arabe, c'est en 955. Parce qu'évidemment, pour Dounaj Bentamim, vous doutez bien que les dates de naissance et de mort ne sont pas très très précises. Donc effectivement, on a des doutes. Mais donc, ça veut dire que, quand on a réfléchi à ça, ça veut dire que le scribe qui compose ça, il prend le Sefer Yetzira et il va commencer à mettre des commentaires les uns à la suite des autres. J'aimerais juste avec vous revenir en folio 2R. En folio 2R, tout à fait en haut de page, alors il faudrait bien qu'on puisse le voir, tout à fait en folio 2R, on a une petite note écrite en haut de la page. Cette petite note, c'est sûr que ce n'est pas le scribe qui l'a écrite. Elle n'est pas facile à déchiffrer. Et évidemment, il y a des discussions. Mais en tout cas, ce dont on est sûr,
c'est qu'elle est une marque de propriété. C'est normal que quand on a un livre, on écrit « ce livre m'appartient ». D'accord. Et donc, cette marque de propriété, donc, dont on discutera au colloque, elle indique « Sha'alti ze asefer yetzira ». Alors, Sha'alti, ça peut avoir plusieurs sens. Soit je l'ai soit j'en ai fait commande, soit j'en ai fait demande. D'accord? Sha'alti ze asefer yetzira. Donc, j'ai fait la demande de ce sefer yetzira. Veyoter shebo, et plus ce qui est en lui, c'est-à-dire donc tous les commentaires, de M. Achar Yosef, ce qui pourrait peut-être être le nom du scribe, ou le nom du précédent propriétaire. Et ici, on a la signature, et on a ici un mot sur lequel les chercheurs se disputent. D'accord ? Mais, alors il faut l'agrandir, il faut comparer les écritures, etc., parce que du coup, ce mot indiquerait donc le nom de la ville. Je ne suis pas sûr à 100%, c'est expliqué dans le livre, mais je crois qu'on peut lire de façon raisonnable Ségovia. Et si c'est Ségovia, c'est donc l'Espagne. Donc, ce manuscrit proviendrait d'Espagne. Mais même s'il ne proviendrait pas d'Espagne, et ça tout le monde est d'accord, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite, ce manuscrit est un codex. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le passage de la Kabbale espagnole à la Kabbale italienne. C'est par ce manuscrit que les grandes idées de la Kabbale espagnole sont venues en Italie. Donc quand un livre se déplace, ce n'est pas simplement un livre, c'est une transmission de savoir. Et cette transmission de savoir, et c'est pour ça que ce manuscrit était si important. Et c'est pour ça que beaucoup ont voulu effectivement se l'arracher. Je signale juste que ce manuscrit sera reproduit à l'identique plus tard, mais dans un manuscrit complètement italien qui s'appelle le manuscrit de Parme. Mais donc, on continue. Alors, si je puis me bien permettre, sûr, bien sûr. Ce qui complique un peu l'affaire, c'est qu'il n'y a pas que les livres qui peuvent voyager, il y a les scribes aussi. Et qu'un scribe qui écrit avec une écriture italienne, ça ne veut pas dire qu'il était en Italie quand il l'a copié. De même qu'un scribe qui écrit avec une écriture espagnole, ça ne veut pas dire qu'il était en Espagne au moment où il l'a copié. Alors, notre manuscrit, il est écrit dans une écriture italienne, c'est-à-dire une écriture hébraïque de style italien. C'est-à-dire que c'est de cette façon que les juifs italiens écrivent l'hébreu, qui est différente de la façon dont les juifs espagnols ou les juifs ashkénazes, non seulement ça, mais en plus, cette différence, elle est également diachronique, parce qu'au travers des siècles, cette écriture, elle va évoluer. Et elle n'a pas le même style si c'est une écriture carrée ou si c'est une écriture cursive. Voilà. Donc ça complique les choses, parce qu'avoir un manuscrit écrit par un scribe italien ne veut pas dire que le manuscrit a été copié en Italie. Alors, notre commentaire de Dounash Bentamim, qui est passionnant parce qu'il va nous parler des planètes, il va nous parler de la manière dont on calcule le coucher du soleil, de la manière puisque le Sefer Yetzira est aussi un traité d'astrologie, donc comment est-ce qu'on devait déterminer les tropiques, etc. Il n'est pas très long, une dizaine de feuillets. J'ai simplement noté, M. Richer va nous expliquer, en folio 10V. Ah, folio 10V. Alors, qu'est-ce que nous avons au feuillet 10V? Alors, nous avons ce qui s'appelle une réclame. C'est-à-dire que le scribe écrit le premier mot du feuillet suivant au bas du feuillet précédent. Et nous avons aussi une lettre isolée, un aleph, qui veut dire 1, c'est le chiffre 1, parce que ici se termine le premier cahier, c'est-à-dire qu'un livre, c'est constitué de feuillets qui sont superposés puis pliés en deux, et ce manuscrit, il est composé de 5 bifeuillets, de 3 cahiers de 5 bifeuillets. On appelle communément un quignon, mais voilà. Et cette réclame, vous voyez qu'elle est décorée d'une petite fioriture. Voilà.
Évidemment, donc, nous sommes donc à la fin du premier cahier. Et au folio 12R, maintenant on commence à être habitué, on a donc notre saut de ligne. Tam, ça indique, tam c'est faire, ça veut dire c'est la fin d'un commentaire, et va commencer un nouveau commentaire. Vous le voyez au 12R. Ce nouveau commentaire, il est passionnant, et on doit à Daniel Abrams, qui vient souvent dans cette bibliothèque, de l'avoir déchiffré, et il va nous amener, où ça? En Provence. Ce commentaire, il est de qui? Alors c'est un peu compliqué, mais les histoires juives sont toujours compliquées. Il y avait une ville de kabbalistes en Provence qui s'appelait Posquière. Aujourd'hui, elle s'appelle comment? Vauvert, et elle est dans le Gard. Et cette ville de Posquière-Vauvert a abrité au XIe siècle une famille prestigieuse de kabbalistes. D'accord? La petite histoire, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, dans les années 90, le maire de Vauvert a reçu une demande du Brésil, lui demandant « Monsieur, auriez-vous dans votre ville des vestiges de la communauté juive du XIe siècle ?» Et surtout, le grand rabbin s'appelait le Rahavad, Rabbi Abraham ben David. Le Rahavad de Posquière est à la fois une très très grande autorité rabbinique du XIe, XIIe siècle. C'est un homme de halakha, c'est un homme de loi, mais c'est surtout un grand kabbaliste. Et ce correspondant brésilien demandait au pauvre maire de Vauvert de retrouver la tombe de Rabbi Abraham ben David. C'est une histoire vraie, d'accord? J'ai oublié le nom du maire. Et finalement, évidemment, c'est comme dans le cas de Rachi, on ne sait plus, effectivement, on n'a pas de traces, mais il a dit on peut peut-être situer où. Et le maire de Vauvert a effectivement fait une cérémonie où effectivement il dit « Je pense que ce rabbin a été enterré là ». Ce Rabbi Abraham ben David de Posquière, qui s'appelle le Rahavad, il s'appelle Rabbi Abraham ben David. Donc quand il a un fils, il appelle comment? David. Donc son fils s'appelle Rabbi David ben Abraham. Et quand David a un fils, il appelle comment? Abraham. Donc il s'appelle Abraham ben David ben Abraham. D'accord? Très bien. Il faut suivre. Oui, il faut suivre, mais les gens peuvent comprendre. Oui. On nomme les enfants d'après les grands-parents. Et quand on a plusieurs enfants, c'est lequel qu'on nomme de nom du grand-père? L'aîné. Donc Rabbi Abraham ben David de Posquière, il a eu un fils très célèbre, qui s'appelle Rabbi Yitzhak l'aveugle, qu'on appelle Segi Nahor. Parce qu'en hébreu, on ne dit pas qu'il est aveugle, on dit qu'il a une grande lumière en lui. D'accord? Ce Rabbi Yitzhak Segi Nahor, et je salue M. Avishai Baracher, qui est le spécialiste de Segi Nahor, et donc a écrit aussi un commentaire sur le Sefer Yetzira. Et donc le petit-fils, donc Rabbi Asher ben David ben Abraham de Posquière, il a étudié avec son oncle. Donc il étudie avec son oncle qui s'appelle Rabbi Yitzhak, et lui aussi, il a composé un commentaire sur le Sefer Yetzira. Mais ces kabbalistes de Provence, maintenant, c'est une famille, ils n'étaient pas très nombreux, étaient en relation épistolaire, en tout cas on a au moins une lettre, avec les kabbalistes espagnols. Alors évidemment, comme ce sont des lettres juives, ils ne sont pas d'accord, donc ils se disputent un petit peu, mais en tout cas, on sait qu'ils sont en lien les uns avec les autres. Donc ce commentaire de Rabbi Asher ben David ben Abraham de Posquière est un long commentaire sur, maintenant, il ne s'agit plus d'expliquer le Sefer Yetzira d'après l'astronomie, pas d'après la philosophie, on va maintenant rentrer dans le mystère des lettres et des noms. Donc c'est un commentaire beaucoup plus kabbalistique, et pour ce commentaire, j'aimerais juste voir avec vous en 14V, 2 mots en haut de 14V. Si vous l'avez, 14V. Montre-moi. Tout à fait. Non, pardon, 14. Ah oui, parce que le scribe, il ne marque pas très bien ses numéros de page. Voilà. Voilà ici.
14V. Et donc, il explique effectivement, donc il s'agit de commentaires très précis sur le nom divin, ce qu'on appelle le Shem Hameforash, c'est-à-dire le nom qui est explicité ou le nom qui est caché. Et qu'est-ce qu'il dit? Ou les filles à Kabbalah, que She'amru Chakak velo iskir miachokek. Parce que dans le Sefer Yetzira, nous avons parlé de la gravure, d'accord? Et effectivement, il y a marqué, dans le Sefer Yetzira souvent, Chakak, Khatsav, etc., il a gravé, il a taillé, il a permuté. Mais quel est le sujet de cet auteur? Qui est le il? C'est qui il? De qui est-ce qu'on parle? Alors, c'est facile de dire Dieu. On est maintenant dans le Sefer Yetzira, on sait qu'il y a des noms, on sait qu'il y a des choses. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ulfi à Kabbalah, d'après la Kabbale. C'est intéressant, ça. Comment est-ce qu'un auteur du XIIe siècle dit d'après la Kabbale? C'est quoi la Kabbale? La tradition. Sa tradition familiale. Familiale, d'accord. Non, parce que... Ah oui, il y a la tradition et sa tradition. Non, parce qu'il entend ici selon la tradition kabbalistique. C'est pas selon la... c'est clair que, parce qu'il va expliquer. Ouais, donc, c'est-à-dire selon la tradition de la Kabbale, c'est-à-dire selon ce que nous avons reçu comme enseignement. Ce qui veut dire effectivement que ces enseignements ont des éléments. En 16R, on va commencer à parler des prophètes. D'accord? Et en 16R, on a une note de marge sur cette fameuse distinction entre la prophétie de Moïse et la prophétie des autres prophètes. Ce qu'on va appeler la Aspeclaria Meira et la Aspeclaria She'ena Meira. Et le scribe a rajouté une note de marge complémentaire au texte. Alors, vous savez que c'est une bonne question parce qu'en général, les scribes, leur métier, c'est d'être scribes. On ne leur demande pas non plus d'être auteurs. Mais il y a des scribes qui savent ce qu'ils recopient, il y a des scribes qui copient ou pas. Et là, on pense que ça provient du scribe. Cet auteur de Rabbi Asher ben David ben Abraham de Posquier, il a une position sur le Sefer Yetzira qui est à la fois kabbalistique et à la fois innovante et à la fois philosophique. Et il a par exemple des prises de position assez intéressantes. Par exemple, en folio 17V. Alors le 17 est mal dessiné, mais vous le retrouverez parce qu'il est en face du 18R. Très bien, la première ligne en haut. D'accord? Bel Moadim, parce qu'effectivement, dans le Sefer Yetzira, on va parler des planètes et des astres. Et dans le récit de la création, il y a marqué que Dieu, quand il a fait les méorotes, les luminaires, il les a placés comme signes pour les fêtes et pour les éléments. Mais il dit, Melamed sheayu aseder ameat kodem vechet od amru, et il dit, cela m'apprend que le monde est antérieur à la création du monde. Alors il ramène le fameux Midrash qui dit que la Torah a été créée 6000 ans avant la création du monde, et il en conclut de façon philosophique que le temps est antérieur à la création, et qu'il y avait donc une temporalité antérieure à la création. Ce qui est plutôt original quand même comme position pour les gens qui aiment l'histoire des idées, effectivement de penser qu'il y a une... Alors, il dit pas le monde a effectivement été créé, mais il y a quelque chose qui vient avant le monde. Et il ramène des versets à l'appui. En folio 18R, on est toujours donc en Provence, hein. Nous sommes dans la Kabbale provençale, dans le Gard, dans cette ville de Vauvert. En 18R, au milieu, il va ramener un texte très rare qui s'appelle le Midrash Talmim. Parce qu'effectivement, ces auteurs, ils ont des références. Ces auteurs, ils ont une bibliographie, et qui n'est pas la nôtre. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils vont nommer, d'où est-ce qu'ils ont puisé leur savoir.
Et il ramène un midrash qui s'appelle le midrash Talmim, qui est un midrash qu'on confond en général avec le midrash Shocher Tov. Bref, c'est un peu compliqué, ce sont des midrashim anciens. Mais d'après ce midrash, Ve'amur Razal, et nos maîtres ont dit, attendez, c'est m'a trouvé. C'est 17V, c'est ça? Ou 18R? Pardon, 18V. 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 Ve'amur Razal, she'ilu nirteva Torah kesidra, ayu yecholim le'achayot ba et ametim. Que si la Torah avait été écrite dans le bon ordre, nous pourrions ressusciter les morts. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Non, ça, effectivement. C'est pas Bah, tous c'est les la jours première qu'on fois. entend ça. Ah, hein? Pour moi, c'est la première fois, en tout cas. Ah ben voilà, c'est un chidouche. Un chidouche. C'est un chidouche et il explique pourquoi la Torah a été écrite dans le mauvais ordre. Alors, Daniel Abrams avait un peu cherché, etc. Et on a voulu essayer de trouver cette référence et on l'a trouvée. Mais la chose la plus intéressante, parce qu'effectivement nous avons affaire à un mystique, c'est une révélation qui va nous faire. Et il nous fait une révélation en 21R. Alors cette révélation, elle a nécessité beaucoup de travail, et à Daniel Abrams, à Cyril Aslanov, Cyril Aslanov ou... comment il s'appelle Cyril Aslanov. À Cyril Aslanov. Et il dit, puisqu'on parle des noms divins, et vous savez que la Bible ne manque pas de noms divins, donc c'est important, essayez de le regarder, c'est en 21R, et c'est la partie qui est ponctuée, ici, là. Ah oui. D'accord? Alors, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer. On a dit qu'on était en 28. Alors, c'est pas de l'hébreu, ça? C'est pas de l'hébreu, c'est ça? Doucement, 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 doucement. 21R. Bernard, tu me donnes là, ici. Non, là-bas, la note en 21R. Donc, il parle du nom divin et il s'interroge sur le nom divin. Et il dit qu'il a fait un songe. Il dit qu'il a rêvé et qu'on lui a donné la réponse en songe. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Belaaz. Et là, Belaaz. Et donc, j'ai entendu dans un songe, et que dans ce songe, voilà qu'est-ce qu'on lui a dit. Alors, rappelez-vous que quand on a un manuscrit, on est quand même plutôt neuf. Donc, on essaie de déchiffrer. Donc, on a dit qu'on était en 18... Dans 21R. 21R. Non, parce qu'on a fait une note importante, et comme je ne veux pas dire de bêtises, je veux la retrouver. Tout à fait. 21R, voilà ici. C'est page 238. Oui. Eh bien, vous savez en quelle langue c'est? C'est en provençal. C'est les gloses provençales. C'est en provençal. Et qu'est-ce qui a marqué en provençal? Son quehere, son que seré. Je suis qui je suis qui je serai. Son quehere, son que seré. Ici. Tout à fait. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'il l'a écrit une fois avec sa mère et une fois avec Sid. Exactement. C'est pour ça que ça n'a pas été facile. Et c'est pour ça que ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que le provençal de cette époque est proche du catalan. Et donc, ce serait, alors évidemment, donc c'est un mélange de provençal et de catalan. Évidemment, on veut expliquer le ékayé et ékayé de je suis qui je suis. Et donc, en songe, cette phrase lui est apparue en catalan, en catalan provençal. Il a entendu. Il a entendu, tout à fait. Il a entendu. Et donc, après, il raconte qu'à son réveil, il a entendu un autre verset, etc. Et comment est-ce que ça? Mais en tout cas, reprenons notre histoire. On a maintenant un livre de Sefer Yetzira avec des commentaires et qui nous plonge dans la Kabbale, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a dit? L'Italie, Donolo, Kéroan, la Provence, et le voyage n'est pas fini. Alors comme ce voyage, il est peut-être un peu long,
et qu'il faudrait effectivement beaucoup plus de temps. On va quand même passer maintenant en folio 22V. Parce qu'en folio 22V, on va avoir maintenant le commentaire le plus long de cet ouvrage, qui est le commentaire de Rabbi Yaakov ben Yaakov HaKohen de Soria. Donc, il s'agit de kabbalistes espagnols, Soria, mais ce Rabbi Yaakov ben Yaakov HaKohen de Soria, dont le frère aussi était kabbaliste, ils sont originaires de Ségovie aussi. Évidemment, ils sont aussi originaires de Ségovie. Alors, c'est un commentaire très très long. Où le scribe a fait quelques petits jolis dessins. On peut regarder en 23R. Pour regarder en 23R les deux chines. Ah oui. Le chine à 3 branches et le chine à 4 branches. Le chine à 3 branches et le chine à 4 branches. Et alors, en 25R, tout d'un coup, le texte change. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va... Alors évidemment, il explique les lettres, et des lettres, on va passer aux points voyelles, et des points voyelles, on va passer aux signes de cantillation. Très très bien. Et ici se trouve un texte, et je suis content d'avoir fait cette découverte, qui est une insertion, comme on dirait aujourd'hui, un copier-coller d'un autre texte. C'est quoi cet autre texte? C'est un livre du XIe siècle de Tibériade. C'est un livre du XIe siècle de Tibériade, et c'est expliqué là. Et pourquoi? Parce que ça fait partie de l'école des grammairiens de Tibériade, et c'est un livre de Asher ben Tamim. C'est un livre de Asher ben Tamim. On a dit qu'on était en 24. 25R, non? 25R. Oui, 25R. 25R, c'est ça. Et ce livre s'appelle Dikdouké Ataamim de Aaron ben Asher, du Xe siècle. C'est un livre, vous savez que tout le monde connaît l'histoire des grammairiens de Tibériade, on voit pas le fameux codex de Tibériade. Et donc, il reproduit. Comme effectivement on parle des théramim, eh ben le scribe va noter les théramim. Vous allez les voir. Par exemple, vous voyez ici le Karnépara. Vous voyez ici le Karnépara, Chalchelet, Ségolta. Et ce livre, qui est un livre très rare, parce qu'il n'existe que sous forme de manuscrit, et il a été publié une seule fois au XIXe siècle par des savants allemands. Donc c'est le livre le plus grand, et on va arriver maintenant à quelque chose dont j'aimerais prendre quelques minutes, parce que c'est considéré comme étant quand même l'un des éléments les plus importants de ce texte. C'est ce qu'on va trouver au folio 31. Alors le folio 31, on va l'ouvrir ici, 31R. Non, voilà, ici, pardon. Excusez-moi, attendez. Non, ça c'est 27. Non, alors c'est avant, pardon. C'est ici, voilà, au 26. Donc, vous avez ici la fin du dernier commentaire, et va commencer un texte qui est alors très très mal écrit, et il a fallu que je prenne la copie de Parme pour pouvoir essayer d'agrandir, etc. Et qui est un texte qui va comment maintenant nous amener. Donc on était dans le Sefer Yetzira, d'accord? On a vu l'astrologie, on a vu les hindous, on a vu les noms divins, on a vu les rêves en provençal, et le Sefer Yetzira n'est quand même rien de moins que le livre de la création.
Et donc, dans le livre de la création, tout le monde sait que, et ça sera expliqué plusieurs fois, que c'était avec ce livre que certains ont utilisé pour pouvoir créer des éléments et essayer de s'adonner à plusieurs pratiques. Et donc, on a un texte qui est très célèbre. Pourquoi? D'abord parce que graphiquement, quand on va le... Allez-y. Parce qu'on va avoir les premiers très beaux graphiques de ce livre qui sont des roues. D'accord? Qui sont des roues. Alors, ce texte-là, si vous permettez, monsieur Hérichet. Donc, normalement, les autres textes du livre, ils ne sont pas du tout nommés. Vous avez vu que pour le moment, il n'y a pas de nom. On avait juste le colophon à la fin du livre. Très bien. Donc, on a ici des noms divins. Les noms divins vont être expliqués. Et le texte dit qu'avec ces noms divins, on peut créer quelque chose. Je tourne la page. Et en bas du folio, on a ici, pour une première fois, un nom. On a ici Avram, et avec les rachetevot, c'est-à-dire les initiales, Zain, Lamed et E. C'est quoi ce Avram? Alors, tout le monde sait qu'un juif ne s'appelle pas Avram. Un juif s'appelle Abraham. C'est justement toute la grandeur. La Bible nous apprend qu'effectivement, Abraham ne pouvait pas, a dû changer de nom et que contrairement à d'autres personnes qui ont changé de nom, il ne peut pas reprendre son ancien nom. D'accord? Yaakov, il s'appellera Israël, mais il peut reprendre Yaakov. Abraham, une fois qu'il s'appelle Abraham, c'est terminé. Mais maintenant, ces roues-là, on les connaît. Comment est-ce qu'on les connaît, ces roues-là? Ce sont des roues qui proviennent d'un livre de Abraham Aboulafia, qui s'appelle Chaye Olam Haba. Donc, les roues d'Aboulafia, Avraham, on s'arrange. Avraham, on s'arrange, ce que je n'accepte pas, évidemment pas du tout. Et donc, on a dit, voici donc un texte d'Aboulafia. Avant de parler de l'autorité, pourquoi c'est important? Parce que Aboulafia, il est espagnol. Tout le monde sait, d'accord? On a consacré beaucoup d'éléments là-dessus. Aboulafia, il est espagnol. S'il est espagnol, comme il l'est, que ce livre est arrivé en Italie, que ce livre-là est le véhicule de transmission de la Kabbale provençale et de la Kabbale espagnole vers l'Italie, c'est ce livre aussi qui a fait connaître Aboulafia en Italie. Et pour ça, il en devient encore plus important. Maintenant, Avram n'est pas Avraham, ça j'en suis certain. Si on veut même vérifier encore plus, vous remarquerez un petit détail, mais les détails ont leur importance, c'est qu'au-dessus de Avram, vous avez des petits traits. Or, ces petits traits indiquent que ce sont des initiales. Donc, ce n'est pas ni Avram ni Avraham, ce sont les initiales d'un personnage inconnu. D'autant plus que dans le codex de Parme, qui reprendra ça, ça sera marqué Menachem. Donc, voilà. D'accord. Donc, on pourrait continuer, effectivement, on trouvera à la fin de l'ouvrage la plus vieille copie du commentaire de Nachmanide sur le Sefer Yetzira. D'accord? Et cet ouvrage se termine, on va terminer la présentation par ça, par deux graphiques magnifiques dont nous parlerons au colloque Yossi Chayes, qui est spécialiste des dessins kabbalistiques. Et ces deux dessins, qui ont l'air simples, sont en fin de compte d'une complexité kabbalistique très précise, et on verra. Donc le premier, il s'appelle le Ilan HaChochma. Donc si vraiment, on pouvait vraiment bien le voir et terminer sur ces images-là. Donc le premier, c'est Ilan HaChochma, l'arbre de la sagesse, et qui est un dessin d'une précision, on a même compté les traits et vous aurez des révélations à ce sujet, à ce colloque, et une espèce de roue qui monte, qui va faire comme un carré déployé et qui va se poursuivre dans un arbre. Et d'un autre côté,
la fameuse roue séphirotique avec les séphirotes. J'aurais aimé vous dire plus de choses, mais s'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le forum, vous pouvez nous les poser directement. Monsieur Ehériché a la mission précieuse, expliquez-nous, que la conservation des manuscrits exige qu'ils soient à chaque fois, Oui, à chaque fois. reposés de façon expliquez-nous. Eh ben, écoutez, qu'ils soient rangés en magasin. Voilà, Donc, il faut les ranger au magasin, voilà, et de façon très précieuse. avant une certaine heure. Avant une certaine heure, sinon après le coffre-fort de la BNF n'accepte plus de nouveaux arrivants. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble, qui était un voyage. Et si vous avez des questions, peut-être quelques questions du public, mais peut-être pas trop, parce qu'on pourra les reprendre plus tard. On peut y répondre maintenant, mais je pense que... Alors oui, Jean, monsieur, il a une question. C'est peut-être une question très classique, mais Sefer Yetzira, vous l'avez traduit par le livre de la création. Oui. Mais en fait, ce serait le livre d'une création. Alors, littéralement, ce serait le livre de la formation. Oui, de la formation, ou d'une formation. La création, oui. c'est la Bria. Et donc, non, parce que la forme, la smichut en hébreu, fait que c'est pas, c'est Sefer Yetzira, c'est le livre de la formation. Si on aurait voulu dire que c'est le livre d'une formation, on aurait Sefer, non, c'est vraiment, grammaticalement, on peut toujours essayer, mais grammaticalement, ça fonctionne pas. Mais de toutes les manières, le Sefer Yetzira est l'un des livres. D'ailleurs, ce sera monsieur Campanini qui nous en parlera, qui a eu une renommée dans toute l'Europe, qui était traduit en latin, qui était traduit en arabe, qui a influencé de nombreux penseurs de toutes origines, des juifs, des chrétiens, traduits depuis très très longtemps. Donc évidemment, autant de traductions veut dire aussi autant d'interprétations, autant de manières de le voir, et donc c'est un livre ouvert. Alors, je voulais aussi dire que ma collègue Christina Sioukou a remarqué que le livre de la première unité codicologique n'a pas été censuré, c'est-à-dire que les passages, parce que les censeurs, en fait, ils lisaient pas, ils avaient des grilles, ils avaient les endroits où il fallait barrer. Mais là, dans cette première unité codicologique, il n'y a aucune intervention, il y a juste la signature, ce qui est assez étonnant. En revanche, dans le Sha'ar Gmoul, il y a deux mots qui ont été biffés, c'est la Velaminin ve Meshumadim. Probablement parce que Yerushalayim Mintano était un converti. Et évidemment, il se sentait probablement visé par cette allusion, hein, Velaminim Altei Tikva, dit-on dans la prière du Shemona Esrei. Voilà, donc c'est probablement la raison pour laquelle ce passage a été censuré. Aussi parce que la deuxième unité codicologique, elle est donc beaucoup plus philosophique, et que pour chercher des choses qui heurteraient la sensibilité des censeurs dans le Sefer Yetzira, si ce n'est l'agrandissement du nom de Dieu, ouais. Il n'y a pas grand-chose, ni d'allusion complètement directe. Oui. Alors, il y avait différentes possibilités. Ça pouvait être une commande pour soi, ça pouvait être le possesseur du manuscrit qui pouvait copier pour lui le texte dont il avait besoin pour son étude, ou effectivement avoir recours au service payant d'un copiste. Mais il fallait lui fournir le modèle à copier, il fallait lui fournir le parchemin, il fallait le nourrir, le loger et le rétribuer. Donc c'était une entreprise quand même assez coûteuse, ce qui explique que tout le monde ne pouvait pas s'offrir ce type de manuscrit. En revanche, ça peut très bien avoir été une copie, on va dire, d'un cercle ou d'un cercle de kabbalistes qui copiaient les textes qui leur paraissaient importants pour leur étude.
tout est possible. On s'est posé la question. En tout cas, si c'est copié de quelque part, on ne sait pas d'où, parce qu'effectivement, c'est un livre de composition. C'est-à-dire, il a composé. Et on s'est posé la question, j'ai envie de dire, mais maintenant, si simplement, voilà, aujourd'hui, on me demande de rassembler un recueil de commentaires sur le Sefer Yetzira. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a ces commentaires dans cet ordre-là, de cette manière? Et ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que, sans pouvoir se tromper, c'est que il a pris des commentaires qui étaient donc connus, puisqu'il a pu les copier, qui des commentaires connus, et qu'il a effectivement ordonné d'une certaine manière. Alors, dans plus les détails, il a commencé par les commentaires, on va dire, de façon de pshat, de littéralité, et progressivement vers des commentaires de plus en plus kabbalistiques, pour afin avoir tout ce qu'on a vu et terminer par... Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Je voudrais juste remercier, avant de terminer le live, la société Le Gros Direct et surtout Myriam, qui ont été vraiment réactifs, qui ont vraiment beaucoup travaillé avec nous. Et évidemment, la BNF. Messieurs, dames, merci. Au revoir, à très bientôt. Ça va ?